tous et bon retour sur ma chaîne, bienvenue selon votre cas. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'organisation, de choix et de préparation de stage. Aujourd'hui, je continue sur ma lancée avec le déroulement du stage et notamment le bilan mi-stage et de fin de stage, bien sûr. Après avoir pris contact avec le cadre de santé du terrain de stage, l'étudiant a eu connaissance de son planning, au moins celui du premier jour, et arrive le grand jour. Bien entendu, il vaut mieux arriver à l'heure et avec sa tenue. Une tenue propre et non froissée, si possible. Alors, il vaut mieux faire bonne impression, bien sûr. Il faut également des chaussures adaptées et réservées au stage. Là aussi, un conseil. Il vaut mieux une paire de baskets qui maintiennent bien le pied, qui ont une semelle antidérapante, mais pas trop, car il faut pouvoir pivoter pour certaines techniques de manutention des malades, et des baskets dans lesquelles vous pouvez ajouter une semelle orthopédique si vous avez les pieds sensibles. Les Crocs sont vraiment réservés à certains domaines, notamment les blocs opératoires en service où le pied n'est pas assez bien maintenu. Les cheveux doivent être attachés lorsqu'ils sont longs et inutile d'aller chez votre prothésiste angulaire favori ou mettre votre plus beau vernis, vos mains doivent être nues, sans vernis et sans bague. Exit aussi les montres bracelets. Lors des soins, vous pouvez blesser le patient et vous blesser vous-même. Et surtout, il ne faut pas oublier le portfolio. À l'arrivée, il est de bon ton de se présenter. Alors, parlons un peu des professionnels que vous allez rencontrer sur votre terrain de stage. Donc, les professionnels chargés de la formation clinique des étudiants sont tout d'abord le maître de stage, souvent le cadre de santé, qui a une fonction organisationnelle. C'est lui qui est garant de la qualité de l'encadrement des étudiants particuliers, mais aussi de la qualité de l'encadrement de ses propres agents. C'est généralement lui qui accueille les étudiants le premier jour de stage pour leur faire notamment visiter le service, leur expliquer l'organisation, le type de soins qu'ils vont rencontrer et leur attribuer un tuteur quand il y en a plusieurs dans le service. Quand il n'y en a qu'un, il n'y a pas le choix et c'est ce tuteur et personne d'autre. C'est également au cadre de service qu'il faut téléphoner en cas d'absence pour maladie ou accident. Et il faut bien sûr appeler l'IFSI en cas d'absence et d'accident. Bien entendu, si le cadre n'est pas là ce jour-là, eh bien, vous demandez à parler à l'infirmière qui est de service, ou à une des infirmières qui est de service. J'ai dit que le cadre était la personne à qui s'adresser en cas de problème. Néanmoins, c'est parfois compliqué pour l'étudiant de raconter certaines choses au cadre de service. Et souvent, il est plus facile pour un étudiant de parler des problèmes rencontrés avec son référent pédagogique, qui pourra d'ailleurs servir d'intermédiaire avec le cadre et présenter à ce dernier la problématique rencontrée par l'étudiant. Par ailleurs, les IFSI, outre le référent pédagogique, désignent un formateur référent pour chacun des stages que l'étudiant normalement doit connaître. Mais si ce n'est pas le cas, l'étudiant donc va contacter son référent pédagogique qui avertit alors le formateur référent de stage. En effet, le formateur référent de stage est en lien avec le maître de stage en ce qui concerne l'organisation générale des stages dans son unité ou dans sa structure. Et dans un objectif d'accompagnement pédagogique, il se déplace sur le lieu de stage à son initiative ou à la demande de l'étudiant ou à celle du tuteur de stage. Il est en liaison régulière avec le tuteur afin de suivre le parcours des étudiants et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser. Par ailleurs, il participe souvent aux travaux de l'unité sur l'encadrement des étudiants. Alors, en cas de problème, en tous les cas,
l'étudiant peut trouver un interlocuteur à l'IFSI, même en l'absence du référent de stage, du référent pédagogique, il y aura toujours un formateur de la promotion disponible. Et souvent aussi, la première personne que l'étudiant va avoir au téléphone, eh bien, ce sera la secrétaire. Quand c'est un gros IFSI, il y a souvent plusieurs secrétaires, il y a une secrétaire par promotion généralement, et donc l'étudiant peut toujours s'adresser à cette secrétaire qui va le diriger vers la bonne personne. Et on transmettra le message de l'étudiant de manière à ce qu'il puisse être rappelé rapidement par son référent pédagogique par exemple. Continuons avec les professionnels du terrain de stage. Le tuteur de stage. Alors, le tuteur de stage, lui, représente la fonction pédagogique. Alors, il est volontaire pour cette fonction et il a généralement été formé dans ce but et connaît les référentiels d'activité, de compétences et de formation. Il évalue la progression des étudiants lors d'entretiens réguliers, ce qui n'est pas toujours simple à l'heure actuelle où le travail des soignants est compliqué, et après avoir demandé l'avis des professionnels de proximité qui ont travaillé avec l'étudiant. Alors, je parle de rencontres régulières, c'est déjà pas mal, déjà, si le tuteur réalise un bilan de mi-stage. D'ailleurs, c'est le minimum, un bilan mi-stage et un bilan de fin de stage. Car le tuteur n'est pas toujours celui qui encadre l'étudiant. D'ailleurs, à la base, ça n'est pas son rôle, il peut l'encadrer, mais l'étudiant va avoir affaire au professionnel de proximité dont je vais parler un petit peu plus loin. Le tuteur accompagne souvent le formateur qui vient lorsqu'il y a un enseignement clinique. L'étudiant doit aussi lui présenter ses objectifs de stage, élaborés lors de la préparation, et ces objectifs donc, vont pouvoir être revus en fonction de leur faisabilité sur le terrain de stage et réajustés tout au long du stage, soit parce qu'ils sont trop ambitieux ou inadaptés, soit parce qu'il faut en rédiger d'autres, parce que les objectifs initiaux ont été atteints. Ça, c'est le meilleur des cas. C'est le tuteur qui remplit et signe la feuille de stage et la feuille d'absence. Il formalise la progression sur le portfolio lors du bilan de mi-stage et du bilan de fin de stage. Et il se réfère bien entendu à ce que lui ont transmis les professionnels de proximité qui ont encadré au quotidien l'étudiant. Donc, comme je le disais il y a un instant, le tuteur de stage n'est pas la personne qui va encadrer au quotidien l'étudiant, même si cela peut arriver. L'étudiant va travailler avec les différents membres de l'équipe, les professionnels de proximité. Et d'ailleurs, lors du premier stage, ils vont souvent travailler avec les aides-soignants, de manière à valider la compétence 3. Et par la suite, ils seront encadrés par les infirmiers du service. Donc, les professionnels de proximité représentent donc la fonction d'encadrement au quotidien. Et dans certains cas, un professionnel de proximité peut avoir les 3 casquettes, maître de stage, tuteur et professionnel de proximité. C'est le cas pour les infirmiers libéraux. Alors, petit aparté, pour le travail avec les aides-soignants. Donc, bien entendu, lors du premier stage de semestre 1, le début du stage s'effectue avec les aides-soignants, voire la totalité du stage si la compétence 3 n'est pas acquise. Cette situation peut se reproduire au cours des autres stages, car dans les projets d'encadrement du service, il n'est pas rare qu'il y ait une première semaine avec les aides-soignants, ou un peu moins, ça peut être quelques jours, de manière à connaître le service et le fonctionnement du service. Ça n'est pas une ineptie. Ça se justifie au niveau du projet d'encadrement dans beaucoup de services. Alors, pour poursuivre avec les professionnels de proximité, tous les infirmiers n'aiment pas forcément encadrer. Néanmoins, l'encadrement des étudiants est une obligation professionnelle. En fait, quand un cadre de service connaît bien ses infirmiers, il essaie de faire attention à ne pas confier d'étudiants aux personnes qui n'aiment pas encadrer, parce que ça ne se passe jamais bien avec ces personnes-là. Mais le cadre n'a pas toujours le choix, et tôt ou tard, un des professionnels qui n'aime pas encadrer se retrouve avec des étudiants. Alors, ça ne se passe pas toujours mal, mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, pour que ça se passe au mieux, il y a des attitudes à éviter et d'autres qui sont à privilégier.
Comme je l'ai dit précédemment, c'est déjà d'avoir une présentation impeccable. Rien de tel qu'une tenue négligée pour se mettre à dos un membre de l'équipe. Attention aussi, bien sûr, au comportement. L'étudiant doit montrer son intérêt pour le stage. Il faut donc bien observer pour cerner les différentes personnalités de l'équipe. Je sais que c'est difficile pour les étudiants qui sont un peu timides et qui ont tendance à se mettre en retrait. Mais pour ces étudiants-là, les étudiants timides, il ne faut pas hésiter à poser des questions et trouver un juste milieu, bien sûr, entre trop de questions et pas assez. Tous les soignants ne sont pas des peaux de vache, comme on peut le voir dans certains commentaires sur les réseaux sociaux. Il y en a, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais dans une équipe, il y a aussi des soignants bienveillants. Et cela, on en parle beaucoup moins. Il faut bien avoir en tête que les stages ne sont pas toujours faciles. Il y a des stages qui laisseront des mauvais souvenirs, on en a tous eu. Certes, ça n'excuse pas les comportements de certains soignants. Et il semblerait que ce genre de situation se multiplie avec la surcharge de travail. C'était déjà le cas il y a 40 ans. Donc le problème s'est toujours posé. Donc en tant qu'étudiant, il faut savoir mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire qu'il faut arriver en stage avec des objectifs de stage, et je pense que les formateurs dans tous les IFSI insistent là-dessus. C'est ce qu'on vous demande de faire en préparation de stage. C'est le moment aussi où vous pouvez bénéficier des conseils des formateurs qui peuvent vous orienter sur certains objectifs en fonction du terrain de stage et en fonction du semestre de formation. Alors, pendant le stage, il est bien évident qu'il faut utiliser les connaissances que vous avez acquises, faire des recherches sur ce que vous ne connaissez pas encore. Il faut aussi être à l'écoute, même si en face de vous, vous avez des personnes qui ne le sont pas toujours. Et surtout, il faut se recentrer sur les patients pris en charge, qui, eux, sont bienveillants pour la plupart. Évidemment, si vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement délirant en psychiatrie, ou bien un patient atteint de la maladie d'Alzheimer avec des gros troubles du comportement, vous pourrez quelquefois essuyer des insultes. Mais c'est lié à leur pathologie, ce qui n'est pas le cas pour les quelques soignants mal lunés. Dites-vous que tout ce que vous faites, c'est pour acquérir suffisamment de compétences pour prendre en charge les patients de manière optimale, et votre objectif, c'est avant tout les patients. Donc, pendant un stage, le tuteur doit vous proposer un bilan demi-stage ou un bilan intermédiaire, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est fortement conseillé. Voilà. Si jamais votre tuteur oublie de vous proposer un bilan demi-stage, ça peut arriver, le temps passe vite, on laisse passer la moitié du stage, on se rend compte qu'on est arrivé une semaine avant la fin du stage et toujours pas de bilan de fait. Donc, en tant qu'étudiant, si vous voyez que votre tuteur ne vous a pas proposé de date, il faut insister pour avoir un bilan demi-stage. Il faut vraiment en avoir un systématiquement. Alors, soit effectivement ce bilan demi-stage, on prend la feuille de stage originale et on la remplit au crayon à papier pour avoir un repère, ou bien vous écrivez au stylo sur une feuille séparée. Ce qui vous permet de savoir où vous en êtes à la moitié du stage. Est-ce que vous avez acquis certains critères de compétences? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à améliorer? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des non-acquis? Cela permet de réajuster les objectifs toutes les semaines. Donc, il faut réajuster vraiment vos objectifs à l'écrit chaque semaine. Et ces objectifs, le mieux, c'est de les afficher dans la salle de soins, pour que les professionnels de proximité qui vous encadrent les voient. Donc, ça permet quand même d'avoir une idée claire de là où vous en êtes. Par ailleurs, je vous conseille fortement de faire des feuilles de suivi quotidien. C'est vraiment très très utile. Vous trouverez des modèles de feuilles de suivi quotidien sur le net, ou vous pouvez la fabriquer vous-même. C'est-à-dire que
vous reprenez les différents types de soins qui figurent dans votre portfolio, avec effectivement des colonnes hein, par date, et vous noterez au regard de chaque soin si c'est acquis ou au contraire si c'est à améliorer ou si c'est non acquis. Et vous faites bien entendu valider par l'infirmier qui vous a encadré ce jour-là. Ces feuilles de suivi vont être très utiles, notamment lors du bilan de fin de stage. Alors, nous arrivons au bilan de fin de stage. Ce bilan, ne l'oubliez jamais, doit être fait en votre présence. Il faut insister pour être là. Même si, par hasard, ça arrivera, les infirmiers qui sont là et le tuteur vous disent on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, on va le faire en début de semaine, tu n'auras qu'à revenir chercher ta feuille. Que nenni. Vous devez absolument être présent. Si vraiment il est impossible que cette feuille soit faite en votre présence, insistez pour revenir. Vous reprenez votre feuille de stage, vous partez avec pour qu'elle ne soit pas remplie hors de votre présence. Et le jour dit, vous revenez avec votre feuille pour qu'elle soit remplie en votre présence. C'est important. C'est dans les textes. L'évaluation, la feuille de stage doit être remplie en présence de l'étudiant. Le fait d'être présent au moment où l'équipe remplit la feuille de stage, en tout cas c'est le tuteur qui remplit et les professionnels de proximité donc donnent leur avis, le fait d'être présent permet à l'étudiant d'exposer son point de vue. Et bizarrement, quand on donne des exemples concrets en parlant de situations que certains professionnels de proximité peuvent évoquer, eh bien c'est beaucoup plus difficile de noter un non acquis alors que c'est peut-être un amélioré. Donc c'est pour ça que les feuilles de suivi quotidiennes sont vraiment importantes. Et le fait que vous soyez là aussi pour exposer votre point de vue permet aussi à des soignants qui sont capables de faire la part des choses de vous appuyer dans ces cas-là. Donc surtout, toujours être présent. Et avant de partir avec votre feuille de stage, vérifiez qu'elle est bien signée par le tuteur et qu'il y a bien le tampon du service et idem sur la feuille d'absence. Alors, bien sûr, vous repartez du stage avec votre feuille de stage remplie. Alors, surtout, même si des infirmières demandent à ce que vous laissiez la feuille de stage qui est déjà signée, tamponnée, parce que leurs collègues ne l'ont pas vue et qu'elles voudraient la voir, niet. Surtout, vous repartez avec votre original. Au besoin, vous leur laissez une copie. Comme ça, vous avez l'original. Ça, c'est important. Loin de moi, la pensée qu'il y a des falsifications, c'est pas ça du tout. Mais malheureusement, j'ai vu beaucoup de situations et il faut vraiment être très prudent. Donc, repartez avec votre feuille. Alors, parlons maintenant un peu de l'exploitation de stage. Vous êtes revenu à l'IFSI, votre formateur référent pédagogique ramasse les feuilles de stage et il y a une séance d'exploitation de stage qui est prévue. Pas forcément le jour même du retour à l'IFSI, mais par exemple dans la semaine. Donc, les modalités d'exploitation de stage sont définies par l'équipe pédagogique. Et par exemple, on va garder l'idée du stage numéro 1, l'option pédagogique retenue pour un stage numéro 1, et ça va être généralement d'exploiter le stage selon au moins 2 approches et 2 axes. Déjà, le premier axe, c'est déjà le bilan du processus d'apprentissage en stage qui s'appuie en principe sur une fiche outil que les étudiants doivent aussi avoir. C'est une démarche qui place l'étudiant au centre du dispositif avec pour finalité de limiter les jugements de valeur. Quels sont les objectifs déjà de ce premier axe dans l'exploitation de stage? Déjà, c'est d'identifier la progression de l'étudiant dans la construction de ses compétences sur cette première année. C'est d'identifier aussi son implication dans les apprentissages en stage, d'identifier
aussi certaines données en lien avec l'encadrement de l'étudiant en stage et d'identifier ce qui a facilité ou freiné les acquisitions en stage et d'envisager des moyens de remédiation pour chacun des étudiants. Donc, chaque étudiant fait le bilan de son stage et ensuite il y a un débriefing en s'appuyant sur la fiche outil qui a éventuellement été remise à chaque étudiant. Alors, le deuxième axe, c'est le retour sur expérience du travail qui a été demandé aux étudiants, par exemple le recueil de données. L'objectif, c'est de valoriser bien sûr les travaux des étudiants, de favoriser la mobilisation des connaissances, de susciter des questionnements chez les étudiants, les pousser à s'exprimer et bien sûr de favoriser l'intégration de la méthodologie de la démarche de soins. Déjà du recueil de données, puisque nous avons choisi de parler que du stage numéro 1. Donc l'objectif de ce deuxième axe, c'est d'identifier les difficultés rencontrées, de repérer les points méthodologiques à prendre en considération pour recueillir les données et les classer, et de repérer déjà les modalités de mise en lien des données avec les connaissances théoriques à partir de l'expérience des étudiants lors du premier stage. Tout ça pour clarifier les étapes du recueil de données et les préparer à l'identification des problèmes au regard d'une situation clinique qui vont venir dans les cours suivants et dans les stages suivants. Donc, lors des exploitations de stage, des stages suivants, le premier axe sera grosso modo toujours le même, c'est-à-dire de faire un bilan du processus d'apprentissage avec l'identification de la progression dans la construction des compétences, dans l'identification de l'implication, dans l'identification aussi des données relatives à l'encadrement qu'il a eu, et d'identifier ce qui a facilité ou au contraire freiné les acquisitions en stage et repérer ce qu'on peut faire de mieux, bien évidemment. Ce qui changera, c'est le deuxième axe, puisqu'il va être en fonction de ce qui va être vu dans le semestre. Si on prend par exemple le semestre 2, comme au semestre 1, on avait parlé du recueil de données, le semestre 2 va pouvoir être plus axé sur la problématique vue en semestre 2. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc, sur le déroulement du stage, les bilans mi-stage et fin de stage. Donc dans de prochaines vidéos, je vais m'axer sur les autres thèmes que j'ai déjà évoqués, à savoir l'analyse de portfolio, l'analyse des pratiques professionnelles, l'enseignement clinique, etc. Donc je vous dis à bientôt.